Bonjour à tous, je suis ô combien ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission Horizon Automobile. C'est le podcast qui, comme son nom l'indique, va faire un tour d'horizon complet de tous les sujets d'actualité motorisée. C'est à retrouver en exclusivité sur R212, la web radio des Marocains du monde. C'est Ahmed Aloui Chaïgou et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au sein des studios de l'ODJ Média, Saad Ben Hayoun, qui est nouveau retraité, mais avant ça, consultant pour la mobilité et qui a officié pendant plus de 20 ans dans le domaine de l'automobile au Maroc, un grand expert donc de notre pays qui accompagne actuellement une usine de fabrication de scooters 100% électriques du côté de Bachit. Alors, Saad Ben Hayoun, salut. Je vais te saluer, je vais te tutoyer. On ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas parce qu'on se connaît depuis des années. On s'est connus notamment à travers le sport automobile. Exactement. Je te connais comme étant un très grand passionné d'automobile, un grand professionnel aussi d'automobile. Merci. Je vais te laisser te présenter, mais voilà, je vais te dire avant tout le respect, tout le respect que j'ai pour toi d'ailleurs. Je te remercie. Et je te laisse, c'est à toi, c'est parti. Alors tout d'abord, merci pour cette opportunité de m'exprimer sur un sujet qui, comme tu le sais, est une passion. Ouais. Une passion et c'est même une composante familiale. Hein, comme je crois qu'on a déjà évoqué le sujet ensemble. Ça me vient de mon père, et ça s'est décliné aussi au niveau de la génération suivante, hein, puisque mes enfants, que tu connais, sont dans le sport automobile, deux en tout cas parmi les grands. Dont un qui fait un beau parcours, c'est une fierté. Franchement, c'est une fierté, une joie, puisqu'il a pu apporter sa contribution déjà depuis 2-3 ans, et cette année particulièrement, au championnat MENA de karting, où le Maroc a remporté la première place. Oui, Et Omar, pour ne pas le nommer, a apporté son lot de points pour cette belle consécration. Le Maroc est premier parmi 15 nations. D'accord. La seconde étant, me semble-t-il, les Émirats, et puis la troisième, je ne sais plus laquelle, enfin Qatar, Bahreïn, sachant que c'est sur leur piste que ça se passait. Eux, ils y sont toute l'année. Donc juste pour rebondir sur ce que tu disais, on va expliquer quelle participation de l'équipe nationale sur Alors la Fédération marocaine de sport automobile a constitué déjà depuis quelques années une équipe des meilleurs pilotes en karting, qui est une discipline qui se développe bien au Maroc, qui a eu des hauts et des bas, mais là depuis quelques années c'est vraiment un phare. La Fédération internationale d'automobile a organisé... Alors la Fédération internationale organise entre autres une compétition MENA. Ouais. Il y a 15 pays d'Afrique du Nord et pays du Golfe, voilà, du Moyen-Orient. Ils se retrouvent chaque année à Qatar. Cette année, c'était sur le circuit de Lusail, c'est-à-dire le circuit de Formule 1. Et plus seulement sur l'ancienne plateforme qui existait, qui était déjà bien, mais assez spécifique karting. Cette année, ça a été un cran au-dessus. Et les pays qui sont tout proches s'entraînent là toute l'année. Ouais. Donc ils connaissent cette piste. Et malgré ça, c'est le Maroc qui est arrivé premier. La bagarre a été rude. On a des séquences extraordinaires et vraiment c'est une fierté. Félicitations. Et le drapeau était présent. Et même les autres années, quand c'était des résultats individuels, j'ai de belles photos de mon fils à genoux avec le drapeau du Maroc et son trophée. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bon, mais, donc, qui es-tu, Saad? Je Alors, t'ai invité en tant que je suis spécialiste d'automobile. Tu es gentil. Encore une fois, c'est une passion d'abord au départ. Ouais. Toute ma carrière n'a pas été typée automobile. Certes, depuis déjà 3 ou 4 décennies, je suis dans le monde des transports de manière globale. D'accord ? Mais au début, c'était beaucoup plus de la mobilité internationale, maritime, du portuaire, des choses comme ça. Mais cette passion pour les sports mécaniques dont tu parlais tout à l'heure, et cette passion pour les belles mécaniques, a fait qu'à un moment ou à un autre, de manière quasiment naturelle, je me suis retrouvé stricto sensu dans le monde de l'automobile, où j'évolue maintenant depuis une bonne dizaine, pour ne pas dire 15 ans, une bonne dizaine d'années, environ 15 ans, en passant dans différents contextes. Et donc j'ai pu voir comment les choses ont évolué. D'accord ? Avec toujours cet aspect, encore une fois, plaisir par rapport à ce secteur d'activité, qui est réellement quelque chose d'assez extraordinaire. Alors disons-le tout de suite et on va refermer la parenthèse, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était considéré comme un secteur d'activité masculin. Les dames ont fait leur place, et ça, on les a vus là aussi arriver, notamment dans les forces de vente. Ouais, d'accord, où elles ont cet aspect de délicatesse, de marketing notamment. Moi, je bien sûr, beaucoup avec beaucoup de dames responsables de haut niveau. Donc un hommage à ces dames qui aujourd'hui ont fait leur place dans ce métier. Il y a certaines d'entre elles qui sont directrices de marque. Absolument. La marque BMW ou bien Toyota qui sont ici ou ailleurs, dirigées par ici au Maroc, qui sont dirigées par des femmes. Tout à fait. Alors, donc je me suis retrouvé
si tu veux, à des postes, à des moments de ma vie et de ma carrière, où j'ai pu observer de manière assez privilégiée ce qui se passe. Ouais. D'accord ? Et donc une évolution, on va peut-être reculer au siècle dernier, c'est-à-dire bien dans sûr. les années 90. Le D'accord ? XXe siècle, ouais. Il faut bien savoir, pour les gens qui sont plus jeunes ou qui n'étaient pas attentifs à tout ce qui se passe dans le monde de l'automobile il y a 30 ans, il faut bien savoir que le Maroc avait peu de véhicules neufs à l'époque. D'accord ? Il y avait des licences, c'était très restrictif. Ouais. La production locale était très limitée à la Somaca, qui était la seule usine, ouais. Casablanca, et qui produisait une voiture économique. Alors, dans les années 70-80, il y avait quand même une petite gamme de Fiat. Mais après, ça a été la Uno, d'accord ? Convention spécifique, avec une volonté, au plus haut niveau de l'État, d'équiper les ménages qui n'avaient pas les moyens d'acheter des véhicules plus chers. Donc, cette fameuse Uno. Petit à petit, l'évolution a fait que ça a été la Logan, d'accord ? Très belle. À partir de 2005, mais Exactement. on parle déjà des années 90, on a tous cette image en tête de la Uno, le moteur Millfire, etc. Voilà, c'est ça, en train d'inspecter le Uno verte qu'on voit dans les Et à l'époque, qu'est-ce que recevait le Maroc ? Il recevait des véhicules d'occasion, beaucoup de véhicules d'occasion, qui même en termes de droits de douane payaient moins que les véhicules neufs, etc. Et de manière un peu paradoxale, on se retrouvait à récupérer ce dont l'Europe ne voulait plus. Même en termes de qualité, en termes d'âge, de génération de modèles, etc. Bon, ça a duré jusqu'au moment où nous avons basculé dans la modernité, avec d'abord la prise de conscience que les véhicules d'occasion, il ne fallait plus qu'on les laisse entrer de cette façon. Aujourd'hui, on en est à une interdiction au-delà de 5 ans, par exemple. C'est ça, depuis 2012. 5 ans d'âge et plus, ça n'en rentre pas. Depuis 2012, Les véhicules neufs sont, évidemment, lorsqu'ils proviennent d'Europe, démantelés en termes de droits de douane. Donc là, ça a permis un rajeunissement et une amélioration de la qualité du parc roulant. Bien sûr. Qui reste quand même relativement âgé, mais enfin bon, ça s'améliore quand même. Et puis, il y a eu surtout l'entrée du Maroc de plein pied dans l'industrie, avec 2 très belles usines. Une d'abord à Meloussa, qui est donc le groupe Renault. Le foncier avait été mis à disposition par l'État. Et ça a fonctionné. Tout le business model et tous les bienfaits qui devaient en sortir. Alors, il existait déjà, mais ça, on le savait peu, c'était très confidentiel, dans certaines zones franches, notamment TFZ par exemple, il existait déjà des équipementiers de premier rang qui travaillaient pour le monde de l'automobile exclusivement à l'export. Bien sûr, Delphi par exemple. Et qui ne servaient pas le Maroc. Aujourd'hui, ils servent le Maroc. l'Espagne qui avait des usines. Voilà, l'Espagne ou ailleurs, exactement. Et du coup, ces gens-là se sont retrouvés à servir l'usine locale. Ça a tellement bien fonctionné qu'un autre groupe, français également, mais enfin il est international aujourd'hui, puisqu'ils ont repris aussi beaucoup de marques italiennes, américaines, etc., et qui se sont retrouvés donc à construire également une usine à Kenitra, qui est aussi un fleuron. Ce sont des usines qui ne fabriquent pas que pour le Maroc, je dirais même qu'ils sont beaucoup orientés vers l'export. Et donc on est là dans un de ce qu'on appelle les métiers mondiaux du Maroc, avec l'aéronautique par exemple, qui sont des métiers qui fonctionnent très bien, et sur lesquels le Maroc a bien joué sa carte. Voilà. Somaca continuant d'exister, toujours dans le cadre du groupe Renault, et qui a été même primée comme la 2e meilleure usine au monde en termes de conformité aux standards du groupe. Donc c'est pas rien. Voilà. Alors, le marché marocain évolue, et puis on se retrouve avec la crise du Covid. La crise du Covid, et ce qui s'est passé en parallèle, à savoir la transition énergétique qui était déjà amorcée, un petit peu sous l'effet de ce phénomène au début un petit peu curieux, mais qui aujourd'hui est en train de démontrer que finalement c'était pas si mal conçu. Je parle de Tesla, d'accord, qui a été très controversé. En réalité, c'est pas tellement la marque ni le produit lui-même, mais c'est le fondateur qui, pendant un moment, on n'arrive pas forcément à bien cerner le personnage, on ne savait pas s'il y avait une réelle logique. Il était visionnaire, il avait une vision de ce que ça voulait donner. Exactement. On n'avait pas compris cette vision. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. Voilà. Et moi, le premier, jusqu'à l'année dernière, je ne savais pas si on pouvait lui accorder confiance ou pas. Aujourd'hui, franchement, fou ou visionnaire, la question se posait. Et puis, bien entendu, l'Asie du Sud-Est, et particulièrement la Chine aujourd'hui, on va en parler, d'accord. Mais avant elle, quand même, le Japon, avec ce groupe, qui est le groupe Toyota, avec sa marque, même pas premium, Luxury,
qui est Lexus, Ouais. Que tu as dirigé à un moment donné. que j'ai lancé au Maroc, Ouais, tu as lancé au Maroc. de manière officielle. Je m'en souviens en l'occasion d'un salon. 2018 à l'Auto-Expo 2018. Tout à fait, tout bien à fait, sûr. tout à fait. On a fait de beaux chiffres. Ouais. Je crois même qu'on a réalisé 130% d'objectifs sur le premier semestre. Voilà, et après, ça a été la fin de la mission. Le Japon qui a été assez précurseur en matière de hybride et d'hybride autonome. Et franchement, je pense que je le dirai de manière... Hybride autonome, c'est qui n'a pas besoin de se charger. Qui n'a pas besoin d'être branché pour être chargé. Qui se recharge tout seul. Qui se recharge tout seul, et puis selon le style de conduite du propriétaire, de l'utilisateur, qui fait appel ou pas à l'électrique, d'accord, Ouais. et qui démontre, de mon point de vue, une pertinence encore aujourd'hui. Alors certes, Toyota ne pouvait pas ignorer complètement l'électrification à 100%, donc ils sont en train d'en sortir sur le marché, mais de mon point de vue, l'hybride a encore beaucoup de belles années devant lui, parce qu'on est encore dans une transition qui nécessite un certain nombre de choses pour être complète, notamment des réseaux de bornes. Même l'Europe, qui est très en avance par rapport au Maroc, a encore des petits soucis là-dessus. Bien sûr. Les États-Unis, pareil. Et que dire du Maroc, hein? Aujourd'hui, c'est un phénomène beaucoup plus de, je dirais, de curiosité ou de mode. Pour moi, l'hybride a encore de belles années devant lui. Alors, pour aller vers le tout électrique. Bien sûr, avant justement d'entrer de plein pied dans cet épisode de l'hybride, j'aimerais juste qu'on fasse un point sur la timeline. Oui. On reprend, donc pour résumer, les années 90, c'était fermé, et que des voitures d'occasion, pas beaucoup de voitures neuves, Voilà. pour dire quasiment pas. Très cher, très protégé, très cher, très protégé, etc. Ouais. Voilà. Il y a eu ce virage qui a été pris aux alentours des années 2000. Mhm. On a ouvert les robinets de crédit aussi, qui ont aidé à acheter, voilà, les à fait. crédits, les droits de douane. On a encouragé le neuf vis-à-vis du vieux. Oui. Donc, la machine est lancée. Il y a eu des gros succès. On se souvient notamment de la Picanto, qui est une des premières voitures qui a fait un banger, un très beau succès commercial. Elle répondait à un besoin et ça. elle était bien positionnée, alors même que les produits en provenance d'Asie, à l'époque, étaient encore taxés à 40%. C'est ça. Et il a fallu un monsieur qui montait au créneau, qui s'est battu avec un groupe d'importateurs de véhicules asiatiques pour obtenir un démantèlement partiel. Oui, à 17,5 du coup. Oui, ouais. Alors que les produits d'origine Europe étaient déjà démantelés. Ouais. Donc aux alentours de 2005, donc, Renault qui avait acheté au préalable Dacia réinvestit sur l'usine de Somaka Casablanca, ouais. Qui maintenant tourne aux alentours plus de 200 000 véhicules par an. C'était un gros challenge, donc, et essentiellement en plus à l'export. À l'export, tout à fait. On va dire, on va mettre de 2005 jusqu'à 2015. 2015, à ce moment-là, il y a une crise dont on entend parler de loin, c'est le Dieselgate Volkswagen, qui triche sur l'homologation des émissions polluantes de ces véhicules diesel qui sont importés aux États-Unis. Alors quand on dit Volkswagen, généralement, on comprend Volkswagen la marque. C'était le groupe. Oui, c'était le groupe. Il n'y a pas que la marque Volkswagen elle-même qui était impactée. Bien sûr. Audi, de manière plus discrète, bien sûr, était aussi touché. Tout à fait. Grâce à la complicité de son fournisseur Bosch, pour ne pas le citer, qui était aussi dans la combine. Donc une fois que ça a été éventé, à ce moment-là, on s'est dit, bon, stop, marche arrière, le diesel, on arrête là, parce que le diesel, chez nous, au Maroc, c'est en ce moment 90% du marché. C'est-à-dire que ça a baissé par rapport à il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était 97, 98. 97%, tout à fait. Et donc, on fait machine arrière. Nous, on se retrouve toujours avec un marché très dieselisé, mais avec une offre qui fait marche arrière aussi, qui n'offre plus autant de diesel qu'avant. C'est la raison pour laquelle les hybrides arrivent en force pour ne pas basculer dans le 100% essence, qui n'est pas forcément la bonne solution. Il y a un autre élément explicatif. C'est le coût du carburant. Aussi. Pour la première fois l'année dernière, pour la première fois de l'histoire, l'année dernière, l'essence était moins chère que le diesel. Oui, c'est vrai. L'essence super, qui s'est retrouvée pendant un moment moins chère. Et aujourd'hui, on est quasiment à parité. Quasiment. Il y a 1,50 dirham de la TIC, c'est la taxe intérieure sur la consommation, qui est, on va dire, artificielle. Mais c'est vrai que le carburant était subventionné au Maroc jusqu'en 2012, jusqu'au gouvernement Ben Kiran, il me semble, qui a décompensé le carburant. À ce moment-là, ça a été un petit peu plus réel. Voilà, réaliste. C'est ça, plus réaliste. Donc, une fois que c'est libéré, on suit le cours du marché. Et malheureusement, on est arrivé à des niveaux qui sont... Et on a de l'importation de carburant raffiné. Ah oui, absolument. À cause notamment de l'arrêt de la Samir. La Samir à Mohamedia. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Dommage pour l'outil de production et l'outil d'autonomie et de souveraineté. C'est ça. Parce qu'on a des petits soucis parfois. En termes de disponibilité et surtout la capacité de stockage qu'il y a entre 15 et 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Alors qu'avant, on sait que le stock tampon, normalement, il tourne aux alentours de 3 mois. Ouais, théoriquement, on devrait avoir ça, pour être tranquille. Pour être tranquille au niveau national. Voilà.
Donc, sur cette timeline-là, toi, ton implication dans le monde de l'automobile en tant que professionnel. Ça a démarré en 2004 pratiquement, justement. Ouais. Donc avec les belles années, avec le décollage. Le décollage, le réel décollage. Et j'ai eu la chance donc d'évoluer pendant quelques années dans le cadre d'un importateur local, de marque, la CAC, d'un groupe international, voilà, qui importait déjà à l'époque Volkswagen, Audi, Skoda, les Porsche, pas en tant qu'importateur, mais en tant que centre dépendant. Un concessionnaire d'un satellite de France. Voilà. C'est ça. Et puis évidemment quelques utilitaires Volkswagen qui ont commencé. Sûr. Depuis, c'est rajouté Seat et Bentley. Bentley, j'y suis pour quelque chose, personnellement. Ben voilà, tu nous raconteras. Oui, je ne dirai pas exactement de qui il s'agit, mais enfin, CAC recevait de temps en temps une Bentley en SAV, d'accord, qui appartenait forcément à TVIP. Ouais. Et puis, un jour, il y a eu une opération très particulière, très spéciale, impérative. Il fallait vraiment agir vite et bien. Par chance, j'étais là, ça s'est fait, et peu de temps après, l'importateur a eu l'autorisation de commercialiser les Bentley au Maroc. D'accord. Parce qu'il a fait la preuve qu'il était capable d'en assurer la maintenance. D'accord. Et c'est souvent ça, parce que le produit en lui-même, c'est facile de l'importer et de le vendre. Et après ? C'est le service après. Et après, c'est le SAV. Bien sûr. Et d'ailleurs, cet importateur dont on parle, de mon point de vue, fait partie des meilleurs en SAV. Son réseau, tout son réseau, d'accord ? C'est pas pour rien que des véhicules, même de contenu technologique embarqué importants, des véhicules premium et luxury, se vendent très bien parce qu'ils savent en assurer le SAV derrière. Donc toi, tu étais directeur de réseau, c'est ça ? Directeur du réseau, puis un an après, directeur de la formation. Directeur de la formation, un nouveau concept de Volkswagen à l'époque, Volkswagen Group, qui voulait que nous ne recevions plus de formateurs venant de l'étranger, mais qu'il fallait faire ça localement, pour les forces de vente. D'accord. Et donc j'avais été récupéré en Allemagne et en France, le matériel pédagogique. Alors l'Allemagne, il existait en allemand et en anglais, donc j'ai récupéré en anglais, j'ai commencé à faire une traduction, une adaptation aussi, parce que les packs équipements ne sont pas les mêmes, il faut le savoir, d'un pays à l'autre, notamment, ne serait-ce que parce qu'il y a ce qu'on appelle la tropicalisation, qui n'est pas forcément existante en donc c'est l'adaptation. L'adaptation, voilà. Mécanique et électronique au pays. Donc, à cause de la poussière, de la chaleur, etc. Exactement, des conditions de route qui ne sont pas les mêmes qu'on a. Parfois même des renforts en dessous, à cause des revêtements qui peuvent ne pas être très réguliers, n'est-ce pas, des routes un peu accidentées, etc. Donc tout un pack tropicalisation. J'avais été aussi en France pour voir un petit peu comment ça se faisait chez eux. Et puis j'avais adapté et créé donc un matériel pédagogique au Maroc, sous la supervision de l'Allemagne. Et donc on avait formé toute une force de vente pendant 18 mois, en process certifiant Volkswagen, avec de très beaux souvenirs, de belles réussites, de beaux acquis, de belles progressions de certains commerciaux qu'on a bien accompagnés et qui se sont révélés ensuite de très bons professionnels. Comparativement à 2024, donc c'était en 2004, c'était il y a 20 ans, donne-moi une petite photo de ce qu'était le réseau marocain par exemple, à l'époque, que ce soit routier, que ce soit infrastructure, que ce soit... Alors, le réseau, évidemment, on avait quelques autoroutes, mais pas autant qu'aujourd'hui. Oui. Le reste... Marrakech n'était pas encore en service. Oui. Le Rabat était à peine complété, Tanger en cours, enfin voilà, ça s'arrêtait à Fès, depuis on a Oujda, qui a été mis en place. Puis Agadir ensuite est arrivé, donc un réseau qui s'est développé, heureusement d'ailleurs. Parce que je me souviens qu'en 2004 ou 2005, j'ai discuté avec quelqu'un du ministère de l'Intérieur concernant à l'époque l'histoire de l'homologation d'autres véhicules pour les taxis, notamment les taxis blancs de Casablanca. Et à un moment, je lui ai dit, vous savez, sous l'effet du démantèlement douanier, etc., on va recevoir beaucoup de voitures qui vont devenir abordables. Le crédit dont tu parlais tout à l'heure, la facilité, etc. Margaret, ingénieur de formation. Ingénieur de formation, il a eu une excellente réaction. Il m'a dit, oulala, il faut que j'en parle à mes confrères et à mes collègues des infras. Je lui ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, mais parce qu'il faut qu'on accélère le développement autoroutier, et il faut qu'on améliore les routes ouvertes existantes, parce qu'on va recevoir plus de voitures, il va y avoir plus de ventes. Est-ce que le réseau va pouvoir absorber ça ? Donc le gars a réfléchi très intelligemment et très rapidement, très vif d'esprit, et il avait raison. Parce que c'est le moment où le Maroc vendait quoi ? 50 000, 60 000 voitures par an.
On a largement dépassé les 100 000 depuis. Hein. On a eu un pic à 178 000. Voilà, alors, presque 180 000 exactement. C'est ça, en 2018-2019. Là, on est aux alentours de 170 000 quand même. Voilà, oui, parce que bon, il y a eu les années Covid et post-Covid. Hein, on en parlera dans un petit moment. Bien sûr. Parce que tu parles de timeline. Effectivement, il faut suivre un peu l'évolution des choses en termes chronologiques. Donc, à l'époque, c'était 50 000 dans l'année. C'est tout. Hein. C'est tout. 40 000, 50 000, c'est ce qu'on faisait. Et d'un seul coup, donc d'abord les constructeurs ont beaucoup développé leur gamme. Bien sûr. D'accord. En allant dans des segments, sous-segments et même niches quelquefois, pour une meilleure adaptation des produits à chaque type de besoin. Début de concentration des groupes, d'accord, avec le rachat de certaines marques, etc. Politique évidemment de composants communs pour accélérer la mise en, je veux dire, le lancement de nouveaux modèles ou de nouvelles générations de modèles et diminuer les coûts de recherche et développement. Si on regarde aujourd'hui dans un groupe multimarque, un composant qui est, je dis banalement par exemple, le petit bouton de réglage du rétroviseur extérieur, d'un modèle d'accès à la gamme, et dans une marque premium ou luxury, haut de gamme, on va trouver quasiment le même composant parce que c'est le même, il marche très bien, et on va l'utiliser dans différents modèles. D'accord. C'est le cas pour les plateformes châssis, c'est le cas pour les motorisations, etc. Donc, c'est quand même une grosse reconfiguration du monde de l'automobile au niveau mondial. Bien sûr. Et donc au Maroc, il y a eu un moment où les importateurs ont dû faire un saut qualitatif. Quelques-uns l'ont très bien fait, d'autres sont arrivés un petit peu en retard, d'autres il y a eu des balbutiements. Aujourd'hui, on peut dire quand même, pour revenir à ta question, donc les réseaux routiers ont accompagné le mouvement de l'ouverture, et puis les réseaux de distribution et de services après-vente se sont eux aussi mis sur le diapason. Tu as travaillé toi-même. C'était quoi? Donne-nous des anecdotes. Une anecdote très simple. On recevait un véhicule, par exemple, dans un atelier à Marrakech, pour une banale clé télécommande. Clé. Le petit boîtier télécommande contient une puce. Bien sûr. Qui communique avec la même au tableau de bord. Bien sûr. C'est le système anti-vol. Anti-vol, bien sûr. Qui va immobiliser le véhicule en cas de non-correspondance. Imaginez à l'époque que quelqu'un commandait une clé, parce qu'il avait déjà perdu la sienne ou cassé la sienne. À la réception, il fallait coder cette clé. Or, on n'était plus du tout dans la transmission par email, encore moins par fax, des codes. C'était en ligne. Bien sûr. Il fallait brancher le véhicule directement avec l'usine. Avec l'outil de diagnostic qui se branchait, l'atelier, l'usine, et alors le code descendait de manière opaque pour l'utilisateur, même pour le technicien qui le faisait. Bien sûr. Pour pas avoir de... Mais tout le monde ne s'est pas équipé. Et alors, bien sûr, le constructeur en Europe, avec les tailles de marché, etc., nous imposait quoi? Chaque point doit être connecté avec une fibre optique, etc., etc. Ça coûtait les yeux de la tête à l'époque. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ma solution. D'accord? L'importateur avait déjà sa connexion avec l'Europe. À l'époque, on prenait la voiture de Marrakech. Quand les deux clés étaient nazes, on prenait la voiture sur un camion plateau et on l'emmenait à Casablanca pour la connecter. 2500 grammes de camion plateau juste pour coder et normalement, ne devrait pas prendre autant de temps. J'ai mis en place les connexions dans tout le réseau, chez toutes les concessions, avec une formule que l'Allemagne avait acceptée, que j'avais étudiée avec eux, à savoir donc un point d'entrée principal qui était l'atelier de Casablanca, et les concessionnaires considérés comme des ateliers secondaires, donc avec uniquement une ADSL Pro et un VPN pour sécuriser le debout. Bien sûr. Et ça a fonctionné. D'accord. Ça a fonctionné, on a commencé à sur très bien par Tanger, puis Marrakech, puis etc. Et tous les concessionnaires ont pu se connecter, donc ça a fait comme avec un hub à Casablanca. Voilà. Donc on ne peut pas demander à un concessionnaire qui vend 8 ou 10 voitures par mois d'investir dans des choses qui sont trop coûteuses. À l'époque, une fibre optique, ça coûtait énormément cher, c'est plus comme aujourd'hui. Bien sûr. D'accord. Donc voilà, on a vécu des choses assez mémorables. D'accord. Parfois dans des difficultés, il a fallu improviser, trouver des solutions. Ça a pris du temps, cette mise aux normes internationales du réseau marocain, que ce soit les concessions. Alors il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique. L'aspect technique a été plus vite. Par contre, on n'a pas le choix. Parce que le contenu technologique embarqué des véhicules allait vite, bien sûr, progressait très vite, on n'avait pas le choix. Et généralement, les techniciens marocains, formés soit ici, soit qui étaient envoyés en formation à l'étranger, évoluaient très vite. Et donc, techniquement, ça a été assez rapide. Après, ça a été plutôt la mise en conformité par rapport aux standards architecturaux.
D'accord. En termes d'identité visuelle, de charte graphique, de séparation des marques. Mais c'est vrai, un showroom doit accueillir qu'une seule marque normalement. Normalement, il doit y avoir une séparation dans le showroom avec des environnements spécifiques, avec des forces de vente dédiées. Parce que d'une marque à l'autre, il y a des spécificités. Le consommateur n'est pas le même, le positionnement marketing n'est pas le même, et il faut donc adapter les choses de manière pointue et spécifique. Voilà. Ça a pris un petit peu plus de temps. Certains concessionnaires ont été plus vite que d'autres. Ils ont bien compris l'enjeu. Ils ont bien compris une chose, c'est que c'était un investissement et non pas une dépense. Oui. Et ça, c'est toute la différence. Oui. À partir du moment où on mise, il y a un retour. Ils s'y retrouvent par la suite, bien sûr. Et tous les grands groupes ont fait cette preuve, notamment lorsqu'il y a une différence de positionnement marque généraliste, marque premium. On donne à la marque premium un environnement spécifique. La première année, plus 30% de l'augmentation des ventes. Ouais. Ça ne rate jamais. Bien sûr. Certains l'ont compris très vite et sont allés, ils ont accepté ce qu'on leur proposait et ça s'est fait. On avait même le support du service architecture du groupe allemand qui venait ici pour nous aider, pour nous donner les master plans, pour nous valider des choses, etc. Et puis d'autres ont résisté. D'autres ont résisté en disant ah ouais, mais moi je connais mon marché, moi je connais ci, moi je connais ça. Certes, il y a des spécificités locales. Ouais. Le Maroc, comme tous les pays, bien sûr, il y a ce qu'on appelle un côté parfois un peu provincial. Oui. D'accord. La mentalité du consommateur à Marrakech n'est pas celle de Tanger. Celle de Casablanca n'est pas celle de Fès. Certes. Mais il y a quand même des standards. Oui. Il y a quand même un niveau de presque de normes qui doit. Donc tu t'es confronté à ce qu'on appelle mouchkara. Oui, mais quelquefois oui. Parce qu'on part quand même d'un principe, c'est que le gars qui achète sa voiture à Casablanca ne va pas rester qu'à Casablanca. Oui, bien sûr, évidemment. D'accord. L'automobiliste, un jour il va à Marrakech, une autre fois à Fès, il faut que partout où il aille pour une prestation quelconque de SAV, il ait l'impression d'être au même endroit. Ouais. Il faut qu'il rentre, l'identité est là, le type d'accueil est le même, la disponibilité, la pièce de rechange est la même, le traitement, sur le plan technique, est le même. Il faut vraiment qu'il y ait ce sentiment d'être au même endroit. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très important. Bien sûr. D'accord. Et donc, on est passé par une phase où il y avait des gens qui évoluaient à vitesse différente. Ouais. Tout le monde n'a pas été à la même vitesse. Mais au final, aujourd'hui, grosso modo, les marques les plus connues, il y a facilement 50 marques ou davantage. Mais Maroc, 33 maintenant. 33 de manière sérieuse, voilà, bien représentée. Voilà. Ouais. Après, c'est plusieurs dizaines de plus. Oui. Surtout maintenant avec la déferlante chinoise. Chinoise, ouais. On a des nouvelles marques qui sortent quotidiennement. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc, aujourd'hui, on peut dire, franchement, quand on voit les investissements qui sont faits, que tout le monde a compris. Que tout le monde a compris, notamment le fait que le Marocain voyage. Ça aussi. Évidemment. Alors, il voyageait avant par les ondes, en regardant les télé-satellites. Aujourd'hui, il voyage beaucoup plus qu'avant, et il a des éléments de comparaison. Que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie. Voilà, la France. L'Espagne n'est pas loin. Je me souviens des gens qui achetaient leur voiture ici, qui allaient faire leurs entretiens à Malaga, effectivement. à Marbella ou à Puerto Banús ou je ne sais quoi. C'est ça. Parce qu'ils n'avaient pas confiance. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est dépassé. Ouais, C'est dépassé. Ouais. La mise à niveau est quand même Donc, assez satisfaisante. Nous, on suit quand même une tendance fortement européenne. Bien sûr. L'Europe donc, s'est confrontée à ce qu'on appelle le dieselgate, donc on a raconté, la triche sur l'hexagone aux États-Unis. Facho, comme on dit en dériva. Donc, revirement de mentalité au niveau européen. On arrête le diesel. Il y avait une lame de fond quand même. Une lame de fond, ça ne fait que précipiter les choses. Et les mettre. Les exploser au vu au-dessus de tout le monde. Pourquoi je parle de la lame de fond? La lame de fond, de mon point de vue, c'est l'énergie. Ouais. L'énergie fossile. Qui est limitée dans le temps, on le sait. Même si les carburants ont évolué en qualité, aujourd'hui, il n'y a plus de soufre qu'il y avait avant. On parlait de 10 000 ppm de soufre. Bien sûr. Ça fusillait les soupapes. On est passé aux 100 ppm, 10 ppm, oh, c'était extraordinaire. Certes, les qualités de ce qu'on appelle le gasoil se sont améliorées. Les moteurs ont évolué aussi, en termes de normes anti-pollution. Très fortement. Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 7. On sait quand même que cette énergie fossile est limitée dans le temps. Si ce n'est pas 2030, ça sera 2040, 2050. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, d'une part. Deuxièmement, on a pris conscience, évidemment, même si certaines personnes sont sceptiques, on a pris conscience de l'effet de la pollution sur le climat. Ouais. D'accord. Et puis, donc,
Dans le même temps, les technologies ont évolué, et le Maroc d'ailleurs, il faut le citer, parce que c'est un élément important pour nous. Le Maroc est considéré parmi les champions nationaux en termes d'énergie renouvelable et de mix énergétique. Ouais. D'accord. Nous visons des choses ambitieuses et on a les moyens de notre ambition. On se donne les moyens de notre ambition, plus exactement. Voilà, c'est juste ça. D'accord. Même si à un moment ça a été controversé en termes de technologie, de choix technologique, les éoliennes, bien sûr. les barrages, malheureusement aujourd'hui, on est en crise hydrique. Donc, plus que stress, crise. C'est une vraie crise hydrique. Enfin bon, ça reviendra peut-être, hein, mais en tout cas, sur tout ce qui est. Alors le nucléaire, c'est pas pour aujourd'hui. C'est certain. Il est important d'en parler parce que la Chine a joué cette carte à fond et la France est en train d'y revenir. On le sait, hein, parmi les. Et peut-être les Allemands. Alors que les Verts ont poussé à la dénucléarisation. Ouais. Il est question de réouvrir et de redémarrer des réacteurs. L'Allemagne qui a enlevé justement ses centrales est revenue au charbon comme au 19e siècle. Mais c'est pas mieux. Bien sûr, c'est c'est pas mieux. le gaz russe aussi, donc c'est complètement carboné. Voilà. Donc bien sûr que le nucléaire est une solution parmi tant d'autres. Voilà. Et j'aimerais faire une petite parenthèse, parce qu'on ne peut pas parler que des automobiles. Les automobiles en tant qu'engin stricto sensu, mais bien sûr que si on prend une automobile électrique aujourd'hui, ou une moto, ça va me permettre aussi de parler tout à l'heure un petit peu du 2 roues et du 3 roues, moto, parce que la mobilité, il y a aussi ce qu'on appelle la micro-mobilité, qui est très importante, Absolument. ce que certains appellent la last mile, le dernier kilomètre. Sans aller jusque-là, l'automobile, certes, peut devenir un engin absolument non polluant. Une automobile électrique aujourd'hui, quand on la prend, batterie chargée, pendant son utilisation, elle ne pollue pas. Après, il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas de rejet. Un petit peu de caoutchouc au niveau des pneus, l'usure des plaquettes, mais plaquettes. c'est peanuts. Ouais. L'électricité avec laquelle elle est alimentée, d'où vient-elle? Là est la question. Et l'électricité avec laquelle elle a été fabriquée, d'où vient-elle? Là est la deuxième grande question. Si on utilise du gaz, du charbon. Les tonnes pour les fabriquer, qu'est-ce qu'on utilise? Ouais. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que le Maroc aujourd'hui, en termes d'ambition d'export, que ce soit pour les automobiles ou pour les motos par exemple, hein, les motocycles et les triporteurs, ou les tricycles, notamment adaptés aux personnes en mobilité réduite, à des besoins spécifiques, peuvent très bien aller en Europe par exemple. Ouais. Mais si c'est pour se retrouver avec un mécanisme d'ajustement contrôle aux frontières, le fameux MACF, parce que l'usine qui les a fabriqués n'est pas décarbonée, on n'a rien gagné dans l'histoire. Donc aujourd'hui, il y a toute une prise de conscience qui s'est faite au niveau de l'industrie marocaine, globalement parlant, pour décarboner les usines elles-mêmes. L'usine de Meloussa est complètement décarbonée. Je sais que ce qui est énergivore, comme les chaufferies pour les fonderies, elles sont chauffées à base de noyaux d'olive qui ont été recyclés. Voilà, neutre en carbone. Donc en plus, voilà, on est dans du circulaire, parce qu'on a des noyaux d'olive venant de. Absolument, le recyclage d'eau aussi, les peintures qui sont sans solvant à base d'eau aussi. Tout à fait. Voilà, ça a été pensé, réfléchi dans ce sens-là. Tout à fait. Oui, parce que ça s'adresse à des marchés qui, eux, sont très regardants. Absolument. Y compris sur le process de fabrication. Ah oui. Et, je voudrais encore élargir cette parenthèse, il faut savoir que dans ce qui se passe aujourd'hui, en termes de stockage d'énergie pour les véhicules, alors on parle de batteries de traction. Batterie, ouais. Par opposition aux batteries de démarrage, qui sont les batteries classiques. Pour l'instant, elles sont encore au point d'acide. Voilà. Les batteries de traction, c'est celles qui servent pour alimenter les moteurs, moteurs électriques ou hybrides. Ces batteries-là embarquent aujourd'hui une technologie qui évolue très vite également. Absolument. Alors, grosso modo, il y en a deux. Bon, c'est lithium-ion, toutes. Il y a la LFP, donc lithium fer phosphate. Voilà. Et avant ça, le NMC, donc le nickel, manganèse, cobalt, qui pêchait par deux choses principalement. Premièrement, le nombre de cycles de charge, donc une durée de vie plus courte, et puis un risque d'emballement thermique. D'accord? Même avec des bombes BMS, il y avait toujours un risque, il y a une statistique X. Le lithium fer phosphate, sans coûter plus cher, a réglé ces deux problèmes-là. D'accord? Donc une durée de vie multipliée par 3 ou 4 facilement, et en termes de nombre de cycles de charge. Ça veut dire que la même batterie de 500, on passe à 2000 charges. Donc vous retrouvez une batterie qui va vous durer 8 ans, 10 ans. D'accord? Et quand on sait qu'elle représente la moitié de la valeur de l'engin, c'est pas négligeable. Absolument. Et la stabilité thermique, très importante pour éviter les risques. Alors, je reviens à ce que je voulais dire. Les batteries, aujourd'hui, et le Maroc est en train de jouer cette carte, elles ne sont pas destinées qu'aux automobiles. Certes, c'est le débouché aujourd'hui qui est très en vogue. Ben oui. On va utiliser les mêmes approches pour l'industrie en termes de stockage d'énergie.
Et je vais vous expliquer pourquoi. En termes d'application agroalimentaire et domestique. Domestique avec en plus la possibilité de recycler des batteries qui ont déjà servi. Absolument. Et auxquelles on donne une deuxième vie. Une deuxième vie pour ça. Pour éviter de polluer, de jeter les choses, on les recycle, on les régénère, et elles peuvent encore faire de l'usage pour des choses moins énergivores, moins contraignantes, moins exigeantes. Ok? Eh bien, là-dessus, le Maroc va jouer une très belle carte. Ah oui. Ok? Pour expliquer aux auditeurs, par exemple, on peut avoir des panneaux solaires qui rechargent pendant la journée. Exactement. Et ben voilà. Le soir, la nuit, il n'y a pas de soleil, donc ça ne se recharge pas, mais on va stocker au préalable l'énergie qu'on va utiliser la nuit. Voir la nuit. Inversement, dans l'industrie, aujourd'hui, quand vous avez une connexion au réseau, le coût du kilowatt n'est pas le même la journée et le soir. Absolument. Ouais. Vous pouvez choisir les plages horaires où vous allez recharger vos batteries pour en disposer au moment où l'énergie est chère, pour un usage direct. Pour lisser, justement. Voilà. Et enfin, quelque chose qui est absolument pas négligeable, on oublie d'en parler. L'idée vient d'arriver, là, j'y avais pas pensé avant, mais c'est une réalité aujourd'hui. Pendant très longtemps, le producteur national d'électricité, pour ne pas le nommer, n'acceptait pas de prendre de l'électricité de chez un producteur X, Y ou Z. Or, il y a au Maroc déjà des sites qui sont auto-alimentés. Un site, par exemple, cimentier sur la côte nord, je ne nommerai pas pour pas faire de la pub, mais qui s'est équipé en éolienne il y a déjà 15 ans. Donc, qui est excédentaire au niveau de la production d'électricité. Et qui, pendant longtemps, a eu du mal à reverser dans le réseau en disant « prenez-la, gratuitement, je vous la vends pas, prenez-la ». Déjà, ça, c'était compliqué. On a dépassé cette étape. Aujourd'hui, ça se fait. Et bientôt, il est possible que ce producteur d'électricité paye et achète l'énergie en surplus. Parce qu'il y a des sites qui peuvent avoir du surplus de manière régulière ou ponctuelle. D'accord ? Je reviens donc à ce que je disais, cette transition énergétique. Bien sûr qu'on parle de l'automobile, mais elle ne s'arrête pas là. Elle va beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément et de manière transverse à plein de secteurs d'activité. Donc, à partir de 2015, donc on a dit le Dieselgate qui rebat les cartes au niveau des constructeurs européens notamment. Donc, on arrête le diesel, on se met à l'hybride. Nous, chez nous, pareil, ça a été à partir de 2017, 2018. Toyota, pour ne pas nommer, a arrêté de vendre du diesel. Porsche aussi. Toyota a arrêté de produire déjà au Japon, ou en tout cas à destination de pays comme le nôtre. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait encore le moteur diesel qui marchait bien, puisque c'était 98 ou 99% du marché. C'est ça. Et beaucoup de gens ont eu peur pour Toyota en disant « aïe aïe aïe, ils vont être impactés ». Alors ça a duré quelques mois. Ils ont très bien travaillé à l'affaire. Et le chiffre. Il fallait résister quand même. Il fallait résister à des années un petit peu de. Le groupe Toyota a de la réserve, l'importateur marocain a de la réserve. En termes de. Voilà, c'est une vision à très long terme. Moyen long terme. Mais à montrer l'exemple et finalement, chemin faisant, on arrive à une part de marché qui est non négligeable maintenant à 10%, on va dire. Oui, dans le top 10 en tout cas. Dans le top 10. Dans le top 10 en tout cas, avec, voilà, je les ai devant moi, là. Top 10 des ventes par marque au Maroc. En septembre, par exemple. Ils sont dans le top 10. Oui, ils sont toujours dans le top 10. Vous avez de 600 véhicules, 600 véhicules par mois de moment. C'est ça. Tout à fait. Alors, donc cette transition. Hybride, cette transition s'est faite un peu par la force des choses. On n'avait pas le choix, des décisions ont été prises à des étages qui nous dépassent, bien sûr, qui dépassent le marché marocain, parce que quand on parle avec les grands décideurs mondiaux, ils ont tendance de temps en temps à nous, avec un petit sourire, à nous dire « Your market is this thick ». Donc, ok, mais ne nous cassez pas les oreilles s'il vous plaît, nous on réfléchit à l'échelle de la planète, on réfléchit à l'échelle d'un continent, ok. Mais finalement, on se retrouve pas si largué que ça, et aujourd'hui, une usine comme celle de Kenitra dont je parlais tout à l'heure, produit un véhicule 100% électrique. Bien sûr, l'ami Adam, c'est Rock électrique, et bientôt la Topolino Fiat. Exactement. C'est le même groupe, c'est Stellar. Alors là, ce sont des véhicules typiquement de micromobilité. C'est ça. D'usage urbain, exclusivement urbain, limité en charge, limité en passagers, etc. Mais il en faut. Et il en faut même beaucoup. Bien sûr. Parce que quand on y réfléchit, c'est pas pour rien que les capitales européennes, il y a déjà quelques années, ont d'abord limité puis interdit l'accès à de grosses motorisations, une motorisation diesel, etc. Trop vieille, effectivement. Voilà, donc ça se fait de manière, disons, échelonnée dans le temps, mais avec certaines accélérations parfois.
Et avec des surcoûts effectivement de stationnement ou des interdictions de stationnement, vous ne rentrez plus en centre-ville avec certaines voitures en Europe. C'est une volonté politique de faire quelque chose, nous on n'en est pas encore là. C'est pas encore notre souci parce que notre marché n'est pas encore aussi mature que ceux d'autres deux pays. Mais donc on subit cet arrêt de la dieselisation du marché, on s'achemine à l'électrique par la force des choses. On a dit des constructeurs qui n'ont plus rien. Moi, ça me donne une objection. Je vais vous dire pourquoi. Je suis assez vieux pour me souvenir du moment où on disait, dans les années 70 et 80, développons d'abord, on réfléchira à l'environnement après. On ne peut pas se permettre le luxe de réfléchir environnemental maintenant, il faut attraper du retard. D'accord? Aujourd'hui, non. La logique n'est plus du tout celle-là. Aujourd'hui, on est impacté comme tout le monde par les changements climatiques. De toute façon, on n'a pas le choix, même si on est un pays fabricant et producteur, de verser dans une réalité internationale. Donc on est au diapason. Okay, donc aujourd'hui, le fait de raisonner comme à l'ancienne, en se disant « Ah non, le diesel c'est bien, ça consomme moins, ça a plus de valeur à la revente, eh ben c'est pas grave si ça pollue », c'est terminé ça. C'est terminé. On est regardant aujourd'hui. Eh ben, c'est tellement vrai. Et voilà mon objection, c'est que certes, on n'a pas les mesures d'accompagnement qui existent ailleurs, notamment les bonus écologiques, etc. Bien qu'il y a des remises en question aujourd'hui en Europe, c'est pas leur suppression, mais leur diminution. Normal. Parce qu'il y a des contraintes budgétaires, parce que. Mais, à tout prendre. Dès la fin des années, chez nous, 2015, 2016, 2017, 2018, il y avait quand même un accompagnement de l'État. Sous forme d'exonération de vignettes. Oui, bien sûr. Et de taxes de luxe. Et de taxes à l'importation aussi. Voilà. Pour les véhicules asiatiques, c'était très important. C'est pas un support direct, mais indirectement, l'État quand même joue un rôle d'encouragement. C'était, on le rappelle, en marge de la COP22 à Marrakech, de Bruxelles, c'est ça. On a déjà pris des dispositions. Les véhicules asiatiques qui normalement sont à 17,5 passent à 0 comme le reste des véhicules européens. On enlève la vignette. Bon. Pour certaines, c'est anecdotique, c'est 600, 700 dirhams. Pour d'autres, c'est jusqu'à 20 000 dirhams, donc ça peut être intéressant, bien sûr. Et la bourse de luxe, on le rappelle, à partir de 400 000 dirhams hors taxe, 5% par tranche de 200 000 dirhams. 400, c'est-à-dire au-delà du million de dirhams, c'est ce que j'appelle la double TVA. C'est ça, 2 fois 20%. Voilà. Exactement. Donc, c'est pas vrai, c'est une mesure d'accompagnement, tout à fait, évidemment. Partie de ce histoire et qui a encouragé. Alors malheureusement, pendant un moment, il n'y avait que des véhicules de haut de gamme et des marques premium qui étaient dans dans cette mouvance. Et Toyota. Oui, et Toyota, bien sûr. Toyota, en plus, qui garde ma faveur à moi, personnellement. Toyota, un petit peu Honda, bien que la Honda est en perte de vitesse, ça va toujours pas. Et également les Coréennes, les véhicules coréens, qui savaient faire déjà des hybrides autonomes. Donc, c'est ma préférence aujourd'hui. Si quelqu'un me demande demain un conseil, achète un hybride autonome pour l'instant. Pour expliquer, il y a le 100% thermique. Oui. Bon, ça, c'est commun. Diesel et essence. Voilà. Il y a le mild hybride, donc c'est des petites hybridations. Donc, par exemple, chez BMW, ils ont un petit moteur électrique dans la boîte de vitesse avec une petite batterie de 48 volts. C'est le mild hybride. On a l'hybride stricto sensu, donc avec façon Toyota, donc avec une grande batterie qui est sous la banquette arrière, un deuxième moteur électrique. Et là, ça aide à faire avancer la voiture. Enfin, un deuxième moteur, en plus du moteur thermique. Voilà. Parfois deux. Ça peut être un 4x4 avec un moteur sur chaque essieu. Absolument. D'accord. On a un moteur thermique qui, conjointement à des moteurs électriques, fait avancer la voiture. Tout à fait. Il y a le e-Power de chez Nissan qui est pas mal. C'est une voiture 100% électrique, mais avec un moteur essence qui ne se charge que de faire recharger la batterie. Petite batterie. C'est aussi une autonomie. Moi, j'aime bien le concept. Tout simplement parce que même en Europe, et même aux États-Unis, il y a encore des voix qui s'élèvent pour montrer du doigt, pointer du doigt l'insuffisance de réseau de recharge en termes de bornes. Bien sûr. On n'est pas du tout dans la même cour. On joue dans la cour de la crèche. Hein. Ouais. Il n'y a que quelques axes routiers et les villes principales où on a des bornes. D'accord. Eux, ils sont à des dizaines ou des centaines de milliers. Et avec ça, ça ne suffit pas encore. Donc là, ça va être un frein, à mon avis. C'est pour ça que je dis que l'hybride a encore de belles années devant lui. C'est la solution idéale pour accompagner cette transition. Minimum 4-5 ans à venir, peut-être davantage. Bien plus. Voilà. Parce qu'on a encore quand même une gamme assez chargée en diesel. Le leader, par exemple, pour ne pas nommer, il y a Dacia Renault. C'est encore en 100% diesel, quasiment à cette chose près. Le Duster, qui va rentrer en 2025, va avoir le seul moteur diesel au monde disponible
grâce au Maroc parce qu'il fait des chiffres assez conséquents. Oui, mais enfin, il y a un moment, les choses vont devoir évoluer. La Spring commence à faire sa place. La Spring est arrivée, donc ça sa place. Pour rappeler. Ils ont fait un petit record, je ne sais plus quand, un petit record de vente il n'y a pas très longtemps. On n'a pas encore les chiffres définitifs de 2023 au 31 décembre. C'est imminent. Il sera disponible le 8, ils vont faire le 4, voilà. C'est l'EVAM, c'est l'association des importateurs marocains, qui va faire une communication officielle. Le 8 janvier, donc, à Casablanca. Donc les meilleurs chiffres que nous avons aujourd'hui, c'est au 30 novembre. C'est ça. Intéressant à regarder, en termes de marché marocain, par rapport à ce qui se faisait en septembre. Oui. D'accord ? En septembre, on était encore en demi-teinte, voire même une petite baisse par rapport à 2022, à la même date. Mais grâce aux désormais traditionnels promos de fin d'année, qui démarrent souvent dès le mois d'octobre, octobre-novembre, pour booster les ventes, mais on s'est retrouvé avec un mois de novembre très intéressant. Très intéressant, avec un soir à plus de 20%. Voilà, qui a redressé. Et du coup, on a les ventes qui se maintiennent par rapport à l'année dernière. Tu es à 0,9, je pense, de mémoire, 0,9% de... En dessous de 1% d'écart, voilà, c'est négligeable. Par rapport à la crise qui est sous-jacente, par rapport à l'inflation des prix des voitures. Exact. Donc, et la disponibilité. Ça commence à s'améliorer parce que le souci des composants électroniques est quasiment réglé. Voilà, mais enfin, souci logistique, post-Covid, tout ça. Exactement. Mais il y a quand même une inflation des prix. Oui. Le prix moyen d'une voiture au Maroc a explosé. Bien sûr. Bien en dessous de 200 000, on est bien au-dessus des 240 000, 250 000 de mémoire en moyenne. Donc ça a explosé. Les prix ont flambé forcément. Donc le marché est en train de muter. Tout à fait. La technologie hybride vers laquelle on s'achemine coûte beaucoup plus cher. On embarque une batterie qui coûte cher, un moteur supplémentaire, une technologie qui pèse son poids au niveau de tarifaire aussi. Donc c'est pas rien. Comment tu vois toi cette mobilité du futur au Maroc? Donc on va dire, on s'achemine vers l'arrêt du diesel, même si quelques constructeurs en a encore en stock, mais quelqu'un comme Renault n'a plus de diesel que sur les Clio, les Express. Normal. Tous les autres SUV de la gamme, les plus gros modèles vont passer à l'hybride, je pense à Arcana, bien sûr, il y a Austral qui est là, il y a Clio qui arrive aussi en hybride très bientôt, il y a un véhicule extraordinaire qui est déjà un best-seller en soi. Bien sûr. Il a des arguments extraordinaires, voilà. Sauf peut-être quand les revêtements ne sont pas très bons, parce que c'est une voiture qui est basse. Mais qu'est-ce qu'elle est bien conçue, c'est exceptionnel. Fantastique. Alors, ma vision, c'est quoi? C'est que nous allons aller vers un petit peu comme ce qui s'est passé en Europe ou ailleurs, avec un tout petit décalage, vers déjà un vase communicant entre les motorisations diesel vers les motorisations essence, d'accord, qui aujourd'hui consomme beaucoup moins qu'avant, qui en matière de SAV coûte moins cher, parce que intervenir sur un moteur essence et intervenir sur un moteur diesel, c'est pas tout à fait le même coût, et avec ce tassement de l'écart de prix entre les litres de gasoil et les litres de diesel, on va aller vers de l'essence davantage qu'auparavant, d'une part. Dans le même temps, des hybrides qui de mon point de vue, restent très intéressants, et encore une fois, surtout l'hybride autonome, c'est-à-dire qui se recharge lui-même, d'accord, et qui permet en ville une consommation très basse en termes de carburant. De consommer quasiment rien, aucun carburant. Et sur route, forcément, au-delà de 100 ou 120 km/h, forcément, de consommer un peu d'énergie fossile, le moins qu'avant de toute façon, et puis avec un apport, une aide de l'électrique. Pour rappeler comment ça marche un véhicule hybride, donc un moteur essence qui recharge aussi la batterie et qui fait avancer le véhicule quand il y en a besoin, et que dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, il passe en mode électrique. Et surtout ça recharge automatiquement la batterie, donc au lever de pied, au freinage, à l'énergie cinétique qui fait que régénérer parce que le moteur électrique s'emballé, le brushless, et bien quand on lui donne de l'électricité, il tourne. Et quand on le fait tourner, il produit de l'électricité. Voilà. Comme le dynamo de la bicyclette. Tout simplement. Tout simplement. Et donc, c'est un avantage énorme pour la ville. Ensuite, avec un peu de réserve de ma part, d'hybride rechargeable, qui nécessite un branchement. Alors, soit à domicile, avec ou sans borne spécifique. Et là, c'est la durée de la recharge qui va faire la différence. Parce que la borne, c'est quand même un investissement pour le particulier. Après, ils sont offerts. La plupart des constructeurs maintenant offrent la borne avec la voiture pour encourager. Alors après, quand vous êtes en habitat individuel, ça va. Quand vous êtes en immeuble, en copropriété, c'est moins évident parce qu'il faut tirer une alimentation électrique. C'est ça. Il y a des places de parking dédiées. Oui, voilà. Mais
à tout prendre, les entreprises ont un rôle à jouer là-dedans. Bien sûr. Pour encourager ça et pour aider, alors même si elles n'offrent pas spécifiquement l'électricité, le coût de l'électricité, au moins l'installation. Bien sûr. Voilà, et la mettre à disposition Il y des... a toujours des coûts de carburant en moins. Absolument, absolument. Oui, bien sûr. Et ensuite seulement, le tout électrique. Oui. Pour moi, c'est trop tôt. Au Maroc, il y en a. Enfin bon, avec beaucoup de contraintes. C'est un véhicule qui coûte très cher. Il faut le souligner. Pour un marché comme le nôtre, ça compte. Ouais. Alors, je vais prendre l'exemple tout simple, c'est celui de la Dacia Spring. Exact. Donc, la voiture la plus accessible en termes d'électrique. On est à 210 dirhams à 199 000 dirhams. C'est ça. La même voiture, vous lui mettez un moteur thermique, elle coûte plus que 50, 60, 70 000 dirhams, parce que c'est une voiture qui est dérivée Exact. d'un modèle Quid, Renault Quid, bien sûr, Ouais, tout à fait. en Inde et en Chine. Tout à fait. Donc, on voit bien que la moitié du prix est parti dans le... C'est ce que je disais tout à l'heure, C'est ça. c'est la batterie, et avec un surpoids. Ouais. Un surpoids qui a des impacts. Bien sûr. Des impacts, alors en Europe, c'est sur les bonus, tout ce que vous voulez, le coût en lui-même, et puis les usures. Les usures, pneus, freins, et éventuellement des revêtements, même. Ouais. Donc tout ça est à repenser. Donc vraiment, le tout électrique, c'est pas encore pour demain. Ou alors vraiment que 100% en ville. Vraiment, si on roule quotidiennement que en ville, dans une grande ville, d'accord. donc on parle des grandes villes au Maroc, donc Tanger, Rabat, Casa. Mais il faut changer de mindset au niveau social, sociétal. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est encore, malheureusement, dans notre société, avec des valeurs qui, de mon point de vue, sont fausses, qui reviennent à paraître, à savoir une personne seule, dans un gros SUV de 2 tonnes et demie, d'accord? Gros moteur de 3 litres de cylindrée, qui consomme énormément, donc plus de 5 mètres de longueur, plus de 2 mètres de large, 10 mètres, plus autour encore une bande de 50 cm, on est dans du 15 mètres carrés au sol, pour une personne, qui consomme et qui pollue. C'est ça. Par rapport à la même personne, transportée dans un petit véhicule électrique, et qui va arriver peut-être même plus vite, et qui stationnera plus facilement. Exactement. Après, c'est un choix. Hein. Voilà. Donc, un travail au niveau mindset à faire. Et si on me demande à moi quel choix j'ai fait, personnellement, je roule en scooter tous les jours. Scooter électrique. Scooter électrique. Ah oui. Alors ça, c'est une deuxième facette que je ne connaissais pas tant, parce que toi, je sais que Ah oui. tu es sportif de nature, tu aimais le sport, tu aimes toujours le sport automobile. Ouais, mais j'ai été aussi motard en parallèle dans ma vie, avec des motos traditionnelles, à l'ancienne, et depuis quelques temps, le scooter électrique. Alors raconte-nous ça un petit peu. C'est ton job actuellement, c'est ça? Alors c'est une grosse partie de mon activité, oui, Ouais. puisque j'accompagne depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans, un investisseur industriel, et c'est une fierté nationale, qui, les premières productions se faisaient sur base de composants importés, et qui est en train d'intégrer au fur et à mesure, avec des composants produits localement, soit sous-traités chez des équipementiers, soit en interne, et qui fabrique donc des 2 roues et 3 roues électriques. D'accord. Pour le marché marocain, avec comment dirais-je, un aspect économique marqué. Parce qu'il s'agit d'équiper les gens qui n'ont pas de moyens de transport, ou de leur permettre de remplacer un moyen de transport coûteux, thermique en l'occurrence, parce qu'un moteur de cyclomoteur, de motocyclette, ça consomme du carburant, il y a de l'usure, toutes les pièces mobiles, il y a des pannes, etc. Un moteur électrique, c'est fait pour durer 10 ans, ça consomme quasiment rien en électricité, même si vous faites 50 km par jour, et il faut les faire en ville, hein, c'est pas évident. Et il faut les faire, voilà. Ah, Si, oui. il y a les coursiers d'entreprise qui n'arrêtent pas, ou les livreurs, mais même ceux-là, il y a la bonne réponse. Techniquement parlant, en termes de capacité de batterie, en termes de... Voilà, et ce sont des engins qui ne coûtent quasiment pas plus cher que l'équivalent en thermique, déjà au niveau de l'assurance qui sont moins chers, au niveau de la consommation énergétique pure, c'est sans commune mesure, c'est 10 fois moins par mois, et zéro maintenance. Il n'y a quasiment pas de maintenance, si ce n'est un pneumatique ou une plaquette de frein, mais ça, c'est anecdotique. Voilà. Et c'est tout. Pour un professionnel, c'est Et anecdotique. c'est tout. L'avenir, il est là. Toi, donc, tu accompagnes une usine qui fabrique en interne, avec un taux d'intégration qui est intéressant? Et qui est en train de monter. Ouais. Qu'est-ce que tu fabriques C'est pas moi, c'est l'industriel, moi j'accompagne. Bien sûr. Mais pour l'instant, ce sont d'abord les châssis, toute la partie cycle, donc métallurgie, essentiellement. Bien entendu, déjà le montage représenté en termes de valeur ajoutée locale, 10-15%, ça c'est connu. Avec les châssis, il y a encore un 10-15% de plus, donc on est entre 20, 25, 30% déjà d'intégration. C'est déjà pas mal. Les faisceaux électriques, bientôt,
sous-traité chez des équipementiers locaux. Bien sûr. Donc là, Ils sont peut-être nombreux, un petit 5 ou 10%. Et puis le gros morceau, ça va être pour 2024, la batterie. La batterie qu'on va La pouvoir batterie lithium fabriquer. fabriquée au Maroc sur base de composants pour partie intégrés et pour partie importés et pour partie fabriqués ici. Ouais. Et comme on a dit, elle représente 50% de la valeur de l'engin. Donc là, on va faire un bond très rapide vers un 60-70% de taux d'intégration. Génial. Et donc une véritable origine Maroc qui ouvre des perspectives d'export sur l'Europe notamment, en démantèlement complet dans l'autre sens. Ça, c'est le Maroc qui bouge, c'est le Maroc qui avance. C'est le Maroc dont il faut être fier et le Maroc qui Exactement. ose Bien sûr. et qui est ambitieux. Et Voilà. toi que tu accompagnes en plus à travers les diverses activités. Ça coûte combien maintenant un scooter électrique Alors l'entrée de gamme, Ouais. 2 places, Oui. avec une autonomie de 35 ou 40 km. Oui. D'accord À peine plus que 5 000 dirhams. Moins cher qu'une trottinette, qui elle est illégale. Tu es sérieux? Et je suis très sérieux. 5000 dirhams, tu peux rouler en scooter 5 électrique? 000, 200 dirhams. Un engin 2 places, stable, homologué, assuré et fiable. C'est énorme ça. Mais bien sûr, c'est fantastique. Et le très haut de gamme, comme celui que j'ai, Ouais. on ne dépasse pas 17 000, 18 000 dirhams. Donc ma chère. Ah, ça, c'est un truc à 2 places très confortable, avec un top case, avec 120 à 140 km d'autonomie, avec vraiment statutaire. D'accord. Statutaire. C'est-à-dire que je sais, il y a des gens qui les ont achetés pour leurs coursiers, ça c'est des entreprises, Ouais. mais il y a des particuliers qui les ont achetés, qui sont des catégories socio-professionnelles, B, voire A, des cadres, des médecins, des experts comptables, des gens qui, de toute façon, voulaient un 2 roues et qui ont trouvé là la réponse idéale. Idéal. D'accord. 17 000 dirhams, on peut avoir un truc. Fantastique. Au niveau puissance, ça correspondrait à quel cylindre Mais c'est du 49 cm3. Tout ça, on est dans la réglementation L1 D'accord. sans permis. D'accord. Équivalent 49 cm3, avec une assurance qui coûte 3 fois moins cher que pour le thermique. Ah, une comparaison, j'ai pas les chiffres moi, en tête. Un thermique 49 cm3, c'est 1500 dirhams par an. Ouais. Un scooter électrique équivalent 49 cm3, c'est 500 dirhams par an. D'accord. Donc il y a que du. D'entrée de jeu, il y a 1000 dirhams d'économie, déjà. Le jour de l'achat, déjà sur l'assurance. Donc il y a que du bénéfice. Il n'y a que du bénéfice. Et zéro maintenance. Celui sur lequel je roule, à 2 ans et demi. 2 ans et demi maintenant, zéro maintenance. Zéro intervention. Tu le branches chez toi à la maison? Tu fais comment pour Les le... batteries sont extractibles. On peut le brancher si on a une année de courant domestique, 220 volts classique. Donc, une prise domestique normale. On peut le brancher directement, c'est-à-dire qu'il y a un port sur la moto, ou extraire la batterie, elle est extractible, et on la met n'importe où, et on branche sur n'importe quelle prise. Et c'est réglé. Selon la puissance du chargeur, ça peut prendre entre 2 heures, 4 heures, 6 heures, et selon le niveau de charge, bien sûr, initial de la batterie. Bah oui. Mais on ne va jamais au-delà, 4 à 6 heures, et on a une charge complète. Alors, même en faisant 100 km par jour et davantage, on va charger une fois par jour. Quand, comme moi, on fait 30, 40, 50 km, je suis parti pour 2-3 jours à chaque fois avant de charger. C'est génial. C'est juste une merveille. C'est génial et c'est fabriqué au Maroc. Et c'est fabriqué au Maroc. Il faut être fier. Je te remercie infiniment. Le temps passe très vite. C'est déjà l'heure de se quitter. Je te remercie infiniment d'être passé nous éclairer un petit peu Écoute, grâce à ton expertise. Je te remercie toi pour l'invitation encore une fois. Je suis ravi que ce soit dans le cadre d'une structure qui a, je crois, plusieurs supports de communication. Oui, bien sûr, l'ODJ Média, bien sûr. Voilà. Donc, dont un qui soit dédié, n'est-ce oui, pas? exactement. L'ODJ Maga. Voilà, Spécial automoto, ouais. et dont je ne connaissais pas l'existence. Ah ben, voilà, c'est J'ai gratuit. honte, mais aujourd'hui, Non, ça y est, c'est pas grave. réglé. Voilà. Donc, Bah, il y a eu que 2 numéros aussi. Donc, alors, là, en l'occurrence, c'est le premier numéro que tu as sous les yeux. j'aurais dû le savoir. Voilà. Et je te. C'est ma veille qui n'a pas été bonne, mais je vais m'abonner, ça c'est certain. C'est très facile, Voilà. c'est gratuit, c'est Mhm. disponible sur presseplus.ma, le site Parfait. internet. Mhm. Il y a un QR code aussi si vous voulez scanner. Et vous le disiez ça, bien sûr, gratuitement. Il y a beaucoup d'articles de fond, donc je contribue, donc je suis fier. donc voilà, et j'espère que tu pourras repasser, nous éclairer encore. Avec joie, dès qu'il y aura quelque chose de nouveau, Ah ben, un fait marquant quelconque, Je t'inviterai avec grand plaisir, tu es ici chez toi. de avec toute joie. manière. Merci infiniment. Mais merci à toi, Ced. À très bientôt. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la nouvelle année? Une prise de conscience à un échelon plus large, Plus global. que l'avenir, il est là. C'est pas pour rien si nos amis d'Extrême-Orient l'ont compris et sont allés dans cette voie. Ouais. Je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est des centaines de millions de scooters électriques qui roulent en Chine aujourd'hui. On parle de 250 à 300 millions de scooters Bien sûr. qui roulent. Bien sûr. D'accord. Au Maroc, cette catégorie d'engins est faite pour accompagner et aider les ménages en termes de pouvoir d'achat. Voilà.
que ce soit en milieu urbain ou que ce soit en milieu rural, il y avait des gens qui soit n'avaient pas de quoi se déplacer, soit avaient, mais que ça leur coûtait trop cher. Je pense que c'est la solution vraiment pour l'avenir. Et ben voilà. Voilà. C'est dit. Merci beaucoup. Tu repasses quand tu veux. Bien sûr, tu es ici chez toi. Merci. Quant à nous, chers amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures mécaniques au sein de l'ODJ Media. Avant de se quitter, je vous rappelle, bien sûr, l'ODJ Mag spécial Automoto en lecture gratuite, disponible donc sur presseplus.ma. N'oubliez pas de faire un tour sur la page YouTube ODJ Media. Et R212, on l'a dit, c'est la radio, la web radio des Marocains du monde. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne année. Allez, salut!